Bonjour messieurs, mes chers collègues. Cet après-midi, dans le cadre de la commission d'enquête sur les élections, on va l'appeler comme ça, nous recevons donc messieurs Charpy, président de la 4e chambre de la Cour des comptes, monsieur Emmanuel Glimet, président de la section, ainsi que monsieur Olivier Fonbaron, conseiller référendaire à la Cour des comptes au titre du rapport que vous avez commis en septembre 2024 qui était consacré à l'organisation des élections en France sur la période de 2017-2023. Et donc nous aurons l'occasion de discuter de l'intemporalité exacte des travaux de la Cour, car initialement vos travaux devaient viser la période des élections pour les années 2017 à 2022, mais vous y avez intégré également des actualisations pour l'année 2023 et l'année 2024. Tout d'abord, ce qui sera intéressant, c'est que vous puissiez, dans un propos liminaire, nous dire ce qui est dans votre rapport, mais ce qui ne l'est pas également, puisque vous avez exclu, mais intégré aussi, actualisé un certain nombre de choses. Le rapport qui est sous-titré « Un dispositif robuste des évolutions nécessaires par rapport à l'organisation des élections ». Vous faites également un certain nombre de propositions. Donc je vais vous laisser la parole très rapidement pour qu'on puisse aussi passer un temps d'échange. Mais auparavant, je vous rappelle que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Et donc je vous invite donc à lever successivement la main droite et à le dire « je le jure ». Bien, je vous remercie. Je vous cède donc la parole peut-être pour un propos introductif relatif à votre rapport. Merci beaucoup, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés. Effectivement, merci pour votre invitation qui nous permet de présenter quelques éléments du rapport que nous avons publié le 20 novembre dernier sur l'organisation des élections. On a dit un dispositif robuste, quelques évolutions nécessaires, des évolutions nécessaires. Je me permettrai de faire une introduction qui reprendra peut-être quelques éléments des questions qui nous étaient envoyées. Comme ça nous permet d'aller peut-être plus rapidement directement au fond de vos préoccupations. Peut-être, comme vous l'avez demandé, préciser la genèse et le périmètre de cette enquête qui a été menée par M. Fonbaron sous le contrôle d'Emmanuel Glimet. C'est une enquête qu'on a décidé d'inscrire au programme 2023 de la Chambre, compte tenu des enjeux qui s'attachent à l'organisation des élections politiques. D'abord, les enjeux démocratiques, parce qu'il faut que ces élections garantissent, et leur organisation garantissent la sincérité du scrutin, de manière à conforter la confiance des citoyens dans ces résultats. Et aussi, il faut que les processus électoraux, je sais que c'est une partie de vos préoccupations, facilitent le plus largement possible la participation des citoyens. C'est un enjeu démocratique, c'est aussi un enjeu budgétaire. On a estimé que le coût des élections, c'est 414 millions d'euros en 2022, mais cette élection à la fois présidentielle et législative. Et c'est vrai que ça dépend effectivement des périodes. En fonction des élections, il y a plus ou moins de dépenses. Mais il y en a toujours un peu. Dernier élément, c'est un enjeu environnemental parce que, c'est un point qui a souvent été souligné, la consommation de papier à cause des élections est importante. Sur la période contrôlée, effectivement, nous avions prévu de contrôler la période 2017-2022, mais nous avons actualisé à 2023, année où il n'y avait pas d'élection, me semble-t-il, à part les sénatoriales qui ne sont pas les plus coûteuses des élections. Et sur 2024, nous avons fait quelques actualisations, mais nous n'avons notamment pas regardé le coût des élections en 2024, notamment le coût des élections législatives et européennes et législatives anticipées. Donc voilà, quelques éléments, mais pas plus que ça. Sur le périmètre, c'est un contrôle qui n'a pas porté sur les règles de financement de la vie politique. Même si, c'est vrai, nous avons regardé la question de l'articulation entre le remboursement des dépenses de propagande officielle et les dépenses qui sont retracées dans les comptes de campagne qui sont vérifiés par la Commission nationale des comptes de campagne et de financement politique, la CNCCFP.
Donc c'est un point qu'on a regardé, mais c'est un point un peu annexe du rapport. Et puis on n'a pas non plus regardé les élections organisées à l'étranger pour les Français établis hors de France, qui présentent de nombreuses particularités et qui font intervenir des acteurs différents. Donc on s'est vraiment concentré sur les élections politiques, sur le financement de leur organisation et sur les élections qui avaient lieu en France, aussi bien métropole que outre-mer. Alors, quelques éléments de constat et les principales recommandations en lien avec les centres d'intérêt de votre commission. D'abord, premier point, la gestion des listes électorales et son impact sur la participation. Donc, la première partie du rapport porte sur un sujet qui est au cœur de vos préoccupations, qui est la gestion des listes électorales et son impact sur la participation. Cette gestion a été marquée par une réforme importante de la période sous contrôle, qui est la mise en place du répertoire électoral unique en 2019. Le constat que nous faisons, et ce n'est pas tous les jours qu'on fait des constats positifs, c'est que c'était globalement un succès. Ça a accru la fiabilité des listes électorales, notamment en empêchant les doubles inscriptions. Ça a contribué à développer la participation électorale dans la mesure où on peut s'inscrire dans la liste électorale jusqu'à 6 semaines avant le scrutin, au lieu du 31 décembre de l'année précédente. C'est quand même un vrai changement. Et puis, il y a eu la création ou le développement de téléservices au service des électeurs, vérification de la situation électorale, inscription en ligne, demande de procuration en ligne. Donc, on a pu constater ainsi une croissance des inscriptions volontaires en vue de l'élection présidentielle 2022. Même si le constat est positif, on a quelques éléments de propositions pour améliorer encore le dispositif. Le premier, c'est d'essayer de voir comment on peut lutter contre la malinscription, c'est-à-dire que le fait qu'on reste inscrit sur une liste électorale dans une commune où on ne réside pas. Alors, on s'est posé la question de savoir si on pouvait mettre en place une inscription automatique comme ça existe dans certains pays. On a constaté qu'à ce stade, c'était pas très facile à faire, notamment parce qu'il n'existe pas, comme dans d'autres pays, de registre central de la population d'une commune. Donc, le fait de basculer directement du registre d'inscription d'une commune à l'inscription sur la liste électorale, c'est pas possible. Par ailleurs, le code électoral permet aux électeurs de choisir, dans une certaine limite, leur commune d'inscription sur la liste électorale, suivant que c'est résidence secondaire ou résidence principale. Du coup, ça nous a paru compliqué, même si on dit qu'il faut continuer à regarder le sujet. À défaut d'une inscription automatique, ce qui nous a paru le plus opérationnel, c'est qu'on systématise l'information quand on fait une déclaration de changement de domicile, qu'on systématise l'information pour qu'on puisse demander du coup de changer d'inscription sur la liste électorale. À l'image de ce que font l'ANTS, mais aussi l'ADILA, quand il y a des démarches pour changer ses coordonnées. C'est pour ça qu'on a une première recommandation qui est de proposer systématiquement aux citoyens déclarant à l'administration publique de changement d'adresse leur changement d'inscription sur les listes électorales. Nous avons regardé un second sujet qui est la question des radiations des listes électorales, notamment pour les personnes qui n'ont plus de lien avec la commune dans laquelle ils sont inscrits. Ça, c'est le pouvoir du maire de le faire. C'est vrai que c'est un pouvoir qui nous paraît logique dans la mesure où si une personne est durablement absente de la commune, il n'y a pas de raison qu'elle reste inscrite. Simplement, on a considéré que les modalités d'exercice de ce droit des radiations devaient être un peu ajustées et notamment de suspendre ces radiations pour perte d'attache entre la date limite d'inscription en vue d'une élection nationale et la tenue de cette élection. En gros, pour pas qu'il y ait des personnes qui soient radiées 6 semaines avant la tenue des élections et qui ne puissent pas s'inscrire sur une liste électorale. De même que nous avons dit, c'est un peu embêtant que les personnes qui sont radiées n'aient pas d'informations, parce qu'on peut leur envoyer une lettre, mais s'ils ne sont plus dans la commune, c'est pas facile. Et donc, on propose d'enrichir le fichier, le répertoire électoral unique, en y mettant des adresses électroniques qui permettent de prévenir les gens, notamment aussi d'envoyer, j'y reviendrai, propagande électorale. Aujourd'hui, seuls 24% des électeurs inscrits sur la RUE ont une adresse électorale, une adresse électronique renseignée. Et puis, on a fait quelques recommandations complémentaires sur lesquelles qui ont moins d'importance par rapport à votre sujet. Deuxième sujet qu'on a regardé, c'est la question de la propagande officielle écrite. Alors, c'est un sujet bien connu. Faut-il ou non envoyer la propagande au domicile des électeurs?
À l'appui d'une demande de suppression de cet envoi, il y a trois éléments qui sont importants. Le premier, c'est que ça coûte de l'argent. Le second, c'est que c'est pas bon pour la planète à cause du papier qu'on envoie. Et la troisième raison, c'est qu'on n'a pas tous le sentiment que c'est forcément lu. Bon. C'est un sujet qui est rebattu depuis des années et des années. Ce qu'on a considéré, c'est que c'était difficile, parce qu'il y avait une très forte opposition de la représentation nationale, de supprimer totalement cet envoi. On dit simplement, mettons un système d'opt-out, c'est-à-dire que les gens qui ne veulent pas la recevoir puissent le dire, notamment en renseignant leur refus de le recevoir par le courrier, mais en ayant accès par voie électronique, pour que s'ils font la demande express de ne pas recevoir, ben, ils ne la reçoivent pas, ou autrement, sous format numérique. Ceci n'aurait d'intérêt de réalité que si en même temps on avait une communication renforcée pour promouvoir le site internet sur lequel on peut retrouver la propagande électorale. Autre élément qu'on a évoqué, c'est dans les envois à domicile, on met également les bulletins de vote disponibles. On n'en a pas vu tellement l'intérêt. Ça fait du papier, ça fait de la mise en page. Donc les bulletins de vote qui sont disponibles dans les bureaux de vote, c'était pas la peine de les envoyer à domicile. C'est donc une recommandation que nous avons fait. Autre élément qu'on a regardé, c'est l'articulation entre les deux régimes de financement des dépenses électorales. Je l'ai évoqué, la propagande officielle et puis les comptes de campagne. En fait, on a un avis du Conseil d'État du 11 octobre 2022 qui a obligé à repenser la distinction entre ces deux régimes. Depuis, il ne s'est pas passé grand-chose. C'est un problème qui est pendant. Nous formulons une recommandation qui est d'intégrer dans les dépenses de la campagne officielle, d'intégrer les dépenses de la campagne officielle dans les dépenses électorales retracées dans les comptes de campagne. Ensuite se posera, une fois qu'on a fait ça, la question de savoir quel est le bon plafond. Ça, c'est au ministère de le proposer. Soit on a un plafond unique qui regroupe l'ensemble des dépenses, soit deux plafonds distincts. C'est une décision qui va être prise par les autorités politiques, mais il nous paraît qu'il faut lever les ambiguïtés sur ce dispositif. On a un certain nombre d'autres éléments sur lesquels je ne vais pas revenir tout de suite ici. Je voudrais juste insister sur deux points. Le premier point, c'est qu'on a constaté qu'il y avait de plus en plus de difficultés à trouver des assesseurs pour la tenue des bureaux électoraux. Alors, il y a eu une proposition sur laquelle nous avons réfléchi, qui était de savoir s'il fallait ou non autoriser le maire à désigner des assesseurs qui ne sont pas dans la commune. On a soumis cette question au ministère de l'Intérieur, qui nous a fait part de sa réaction très négative. Et pour des raisons qui nous ont paru assez convaincantes, c'est-à-dire le fait que si le maire va chercher à l'extérieur de sa commune, il peut y avoir un risque d'interférence politique. Et du coup, on a gardé le principe que les assesseurs devaient être de la commune et qu'il fallait essayer plutôt de promouvoir le civisme des citoyens pour devenir assesseurs des bureaux électoraux. La dernière chose qu'on a évoquée, c'est que il nous apparaît essentiel de conforter la présence des magistrats dans les commissions électorales parce qu'ils apportent une garantie d'indépendance dans les travaux. Simplement, il faut juste qu'ils aient les moyens de remplir les missions et du coup, on a fait une recommandation en ce sens. Voilà les points essentiels du rapport, mais je suis bien sûr, avec mes deux collègues Emmanuel Glimet et Olivier Frambaron, à votre disposition pour répondre à certaines des questions complémentaires que vous avez pu nous poser. Bien, je vais d'abord céder la parole à monsieur le rapporteur pour première série de questions. Bien, merci beaucoup pour ces propos introductifs qui effectivement reprennent un certain nombre des questions que nous vous avions transmises par questionnaire. Je voudrais peut-être que vous reposez des questions qui sont à l'intérieur que vous avez abordées rapidement, mais pour insister un petit peu dessus, puis ensuite en rajouter d'autres qui vont concerner la question qui est la partie 3 de votre rapport sur les influences qui peuvent exister sur les élections et qui me semblait pour ma part assez passionnante, il faut bien dire ce qui est. Donc, vous avez parlé de la question de la radiation sur les listes électorales. Vous dites c'est normal que ce soit un pouvoir du maire de pouvoir faire ces radiations. Or, dans l'expérience récente et justement ces élections législatives anticipées en 2024,
il y a eu pas mal d'endroits où des gens qui étaient restés très loin des urnes pendant assez longtemps ont voulu aller voter et ont découvert qu'ils avaient été radiés des listes électorales. Et d'une certaine manière, il y a quand même, je trouve, avec tout le respect que je vous dois, mais il y a quand même une limite dans l'idée que on puisse radier les gens, même dans la période qui précède la limite de l'inscription sur la liste électorale, parce qu'il peut y avoir des gens qui, du coup, sont inscrits quelque part et se retrouvent à n'être plus inscrits nulle part, qui va du coup dans le sens inverse de ce qu'on souhaite. Si on souhaite avoir que chaque personne soit inscrite sur les listes électorales, les radier, même si elles sont très loin de la commune, c'est finalement les priver de la possibilité de pouvoir aller voter si jamais elles jugent, même s'il faut faire, je sais pas, 200, 300, 400 km et qu'elles étaient très très loin de leur commune, si elles se trouvent radiées et qu'elles font ce trajet sans avoir vérifié auparavant qu'elles étaient bien toujours inscrites, je trouve qu'il peut y avoir peut-être un enjeu. Alors, moi, mon idée, ce serait plutôt qu'il ne puisse y avoir radiation que quand il y a réinscription dans une autre ville et qu'on a confirmation de ça. Qu'est-ce que vous pensez de cette proposition? Ensuite, vous avez vous questionnez la protection des données. Et c'est vrai, il y a donc un fichier avec un répertoire électoral unique et un grand fichier de tout le monde. Compte tenu des menaces qui peuvent peser sur la France, et notamment des menaces étrangères, d'ingérence, est-ce que ce fichier peut pas être peut-être un enjeu pour la protection des données? Est-ce que vous pourriez détailler sur ce point-là? Sur les recommandations sur l'inscription automatique sur les listes électorales, c'est vrai qu'actuellement, il y a une forme de complexité compte tenu du fait que c'est rattaché à la commune, parce que le monde idéal serait celui où, dans une élection locale, on va voter à l'endroit où il faut, dans sa commune, ou bien dans son département, ou bien dans sa région, et où, bien dans une élection nationale, on peut voter n'importe où, dans n'importe quelle commune du pays, puisqu'on participe à une élection qui, de fait, est nationale. Ça pourrait peut-être être un élément de réflexion, mais qui demande des dispositifs techniques qui seraient peut-être un petit peu compliqués. Mais je ne sais pas si vous avez envisagé cette possibilité-là. Vous parlez des dysfonctionnements, oh là là, des dysfonctionnements, c'est moi qui dysfonctionne, qui ont eu lieu lors de la distribution du matériel électoral en 2021. Ça, c'est un énorme sujet parce que il y a eu une très forte non-distribution et il y a deux enjeux, parce que ce sont des acteurs privés aussi qui ont participé à ces opérations. D'abord Adrexo, qui a été a priori assez défaillant dans sa mission. Est-ce que vous avez pu enquêter un petit peu en détail sur les raisons de cette défaillance? Et puis vous parlez aussi du cabinet de conseil Sémaphore, en disant que finalement il n'a pas servi, peut-être pas servi à grand chose. Est-ce que vous pourriez détailler ces points-là? Enfin, je suis désolé, je fais un peu long, mais je fais toutes les questions en même temps, comme ça va plus vite. Donc là, je viens sur cette partie 3 du rapport qui, moi, bon, c'est peut-être celle qui n'est pas directement en lien avec notre commission d'enquête si on vient au point de départ, mais en fait, plus on creuse, plus on vient réfléchir sur la question de ce qui peut influencer les élections. Vous parlez dans votre rapport, vous dites: la mission de l'Arcom est compliquée par l'affaiblissement de la frontière entre personnes engagées dans la vie politique et personnel des médias, par exemple lorsque des personnalités politiques deviennent animateurs de télévision, sachant que l'inverse, c'est aussi produit, c'est aussi vu, des personnalités médiatiques qui deviennent ensuite des élus. On en compte dans un certain nombre de groupes parlementaires à l'Assemblée nationale, comme d'ailleurs au Parlement européen. Quelle est votre analyse sur ça, si vous deviez détailler l'influence que cela peut avoir sur des élections? Est-ce que vous considérez qu'il y a une forme de neutralité absolue des journalistes qui les exemptent de tout soupçon d'influence sur les élections? Ou bien au contraire, est-ce que vous estimez que peut-être certaines personnes présentées comme neutres et objectives d'une certaine manière peuvent en réalité tenter d'influencer les élections, avoir déjà des liens politiques qui pourraient éventuellement faire qu'ils essayent d'influencer les élections tout en se prétendant neutres et objectifs? Vous dites ensuite, alors celle-là elle m'a aussi bien interpellé, vous dites: le fort investissement dans les médias d'un petit nombre d'industriels qui peuvent être dans une logique de recherche ou de promotion d'une orientation politique particulière et la tendance spontanée des médias à aller vers ce qui fait de l'audience rendent indispensable le maintien d'un cadre de régulation visant à assurer le pluralisme politique dans les médias audiovisuels. Est-ce que vous considérez
ou est-ce que dans les enquêtes que vous avez faites et les rapports que vous produisez, qu'il existe des industriels qui cherchent à prendre le contrôle d'un certain nombre de médias pour influencer les élections? Je pense notamment à Monsieur Bolloré, qui est clairement quelqu'un qui affiche une orientation politique favorable à l'extrême droite et qui, de fait, s'est rendu propriétaire de plusieurs journaux, le JDD et du JDD, d'une chaîne de télévision CNews et d'un institut de sondage, le CSA. Est-ce que vous pensez qu'il y a une volonté d'influencer les élections par ces différents achats et les lignes éditoriales qui sont à l'intérieur de ces différents médias? Est-ce que vous avez la possibilité d'abord d'apporter des réponses sur ce sujet? Ensuite, vous parlez de la question des réseaux sociaux, et là, ça entre dans un domaine assez particulier également, parce que vous parlez en fait des bulles de filtre et des logiques algorithmiques de ces réseaux sociaux. Vous dites, la formule est assez intéressante, vous parlez d'une désagrégation de l'espace civique, et vous dites ce sont des mondes qui n'ont plus de relation entre eux, parce que de fait ces bulles de filtre vont inviter les gens à se confirmer dans des opinions politiques sans plus jamais potentiellement avoir d'opinions politiques contraires avec celles qui sont auto-alimentées par ces bulles de filtre. Est-ce que vous envisagez des moyens de corriger ou de répondre à ce problème-là? Est-ce que vous dites à un moment donné qu'il faudrait qu'il y ait des pouvoirs coercitifs, notamment de l'Arcom, sur ces réseaux sociaux? Est-ce que vous confirmez devant notre commission d'enquête cette idée? Et puis, j'ai une dernière question qui est toujours sur cette partie-là. Vous dites enfin, il s'ajoute en France une interdiction de la publicité politique en période électorale. Et de fait, il n'est pas possible de faire, je ne sais pas si les électeurs le savent nécessairement, mais par exemple, on ne peut pas faire de publicité sur les réseaux sociaux dans les 6 mois qui précèdent une élection. Et donc, on ne peut pas essayer d'utiliser l'algorithme pour pousser des gens à aller voter en y mettant les moyens financiers. Mais les médias, eux, peuvent continuer à faire de la publicité politique sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire, on a vu par exemple dans une campagne électorale récente, un journal comme Les Échos faire de la publicité financée en ligne qui était sur la base d'un article qui était critique d'un des candidats à l'élection présidentielle. Le média peut faire de la publicité d'un de ces articles, a priori pas de contre-indication au regard de la loi, mais en l'occurrence, c'est un article qui vient être très défavorable pour l'un des candidats à l'élection présidentielle. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de contradiction que les médias puissent faire cette publicité sur les réseaux sociaux concernant des candidats à des élections dans une période électorale où les candidats eux-mêmes sont par ailleurs astreints à un devoir de non-publicité en ligne? Merci pour ces différentes questions. Alors, il y en a certaines sur lesquelles je pourrais intervenir facilement parce que c'est dans le rapport, d'autres où c'est des opinions plus personnelles et qui n'ont pas lieu ici d'être dites parce que là, je suis là pour présenter le rapport de la Cour. Alors, sur la question des radiations, alors, je vous entends, c'est vrai que pour des élections nationales, le lien avec la commune sur lesquelles on est inscrite a peut-être moins d'importance. C'est-à-dire pour l'élection du président de la République, voire éventuellement pour les élections au Parlement européen, puisque maintenant les listes sont nationales, ça n'a pas toujours été le cas. Enfin, pour tout le reste, les élections communales, départementales, régionales, et même pour le Sénat, ça se pose pas. Pour toutes ces élections-là, le lien avec la commune est un lien important. Sinon, effectivement, on peut être amené à voter pour une commune qui n'a rien à voir avec celle dans laquelle on vit. Et donc, voilà. Donc, je pense que maintenir un lien avec la commune me paraît important. Et de ce point de vue-là, je trouve pas, la Cour n'estime pas illégitime le fait que le maire puisse considérer que telle personne n'a plus de lien avec la commune, qui n'a pas été inscrite. Simplement, c'est vrai que nous considérons, et ça nous le dit de manière très claire, que les règles de précaution dans lesquelles s'inscrivent ces radiations sont insuffisantes. Et notamment le fait que si effectivement on peut vous inscrire jusqu'à 3 semaines
3 semaines avant le scrutin et que vous n'êtes pas prévenu, vous vous trouvez dans la situation d'avoir fait plusieurs centaines de kilomètres. Voilà. Donc ça, c'est pas normal. Donc on dit, il faut, s'il y a un pouvoir de radiation qui est maintenu, il faut que celui s'exerce dans une condition telle que la personne en soit informée, d'où l'intérêt de l'adresse électronique, et puisse ensuite avoir encore le temps de s'inscrire, ce qui se fait rapidement maintenant, puisque ça peut se faire directement sur Internet. Donc voilà, on pense que il faut inscrire ça dans un cadre qui protège les lecteurs potentiels. Est-ce qu'il faut pour autant dire on ne peut pas supprimer l'inscription tant qu'il n'est pas inscrit ailleurs? Là aussi, enfin, je pense qu'il est important que les listes électorales recouvrent la réalité communale, la réalité de la commune dans laquelle vous êtes. Sinon, il n'y a pas de participation à la vie citoyenne. Je prends un exemple qui n'a rien à voir, mais juste pour vous montrer le sujet. L'un des sujets, c'était faire voter les prisonniers. Et donc, on a mis en place un système avec un bureau électoral unique qui était situé place Vendôme, pour lesquels les prisonniers qui souhaitaient voter pour les élections du président de la République ont pu voter. Qu'est-ce qu'on ferait pour les élections communales? Là, ça allait bien pour l'élection du président de la République. Pour le reste, ils ne vont pas voter place Vendôme, enfin dans un bureau place Vendôme pour les candidats à Paris, alors qu'ils sont soit originaires, soit en prison dans une ville de province, soit on leurs attache dans une autre commune. Donc voilà, je pense que le fait d'avoir un attache avec la commune dans laquelle on est inscrit nous paraît important. Sur la question de la protection des données, oui, on évoque le sujet notamment quand on parle des capacités à s'inscrire, et on mentionne les difficultés de la CNIL au sujet de la téléprocédure de vérification de la situation électorale. Aujourd'hui, nous considérons que le problème est très largement réglé par le fait que pour pouvoir s'inscrire, sur les listes électorales ou intervenir sur la liste électorale, il faut s'authentifier par France Connect. Et le dispositif est donc le même pour les impôts, pour la CAF, pour Amélie. Donc, on considère qu'aujourd'hui, le sujet est très largement réglé. Par ailleurs, jusqu'au début 2024, l'électeur accédait aux informations le concernant entrant son nom de naissance, ses prénoms, son sexe, sa date de naissance, son consulat, etc., ou sa commune, mais que du coup le dispositif a été quand même considérablement renforcé depuis. Troisième sujet, celui de la propagande électorale. Enfin, il y avait un troisième sujet, mais je l'ai pas. J'ai dû rater la troisième question. Ensuite, le troisième sujet, c'était la propagande électorale. Alors, on a largement instruit ce sujet. Il est clair que les conditions dans lesquelles a été passé le marché qui a conduit à la délégation de l'envoi de la propagande à 2 entreprises, une publique, une privée, n'ont pas été parfaites, loin de là, et que il y a eu plusieurs choses qui se sont cumulées. D'une part, le fait que Adrexo n'avait pas l'expérience ni le réseau nécessaire pour faire cette propagande électorale et l'envoyer dans des bonnes conditions, même s'ils avaient fait des efforts pour améliorer leur offre, etc. Mais ça n'a pas bien fonctionné. La Poste a d'ailleurs suppléé une partie des difficultés rencontrées par Adrexo. Enfin, c'est clair que ça n'a pas bien fonctionné. En plus, il y a eu un problème de partage des tâches entre les préfectures qui mettaient sous pli et les entreprises qui devaient envoyer la propagande. Donc ça n'a pas bien fonctionné et les élections qui ont suivi ont conduit d'une part à ce que Adrexo sorte du dispositif. Seule la Poste est en charge. Deuxièmement, qu'une partie de ce qui était fait par les prestataires ont été repris en charge par les préfectures dans des conditions qu'on n'a pas toujours trouvées formidables. En définitive, Adrexo a été liquidé il y a quelques semaines, me semble-t-il. L'entreprise qui avait reprise, qui avait changé de nom, et ensuite ils ont été liquidés. On a voulu contredire notre rapport d'observation avec Adrexo, mais les liquidateurs du judiciaire n'ont pas souhaité répondre à nos questions et à l'observation. Voilà, donc ce qu'on considère, c'est qu'aujourd'hui, l'expérience de 2021 a accru la conscience du ministère de l'Intérieur qu'il était nécessaire de faire appel à un opérateur
disposant des effectifs et d'expérience de terrain permettant de mener à bien une telle opération. Pour nous, le sujet se pose maintenant davantage sur la chaîne de l'envoi de la propagande électorale, c'est-à-dire imprimeur, routeur, acheminement. C'est là qu'il y a des vrais risques. Et je dirais surtout quand on fait des élections anticipées et qu'on les fait dans un calendrier court. Là, c'est vrai que c'est compliqué. Bon, ceci dit, pour les élections communales et municipales et législatives, il n'y a qu'un délai d'une semaine entre le premier et le second tour. Pour l'élection présidentielle, c'est 15 jours, ce qui est plus facile. Mais c'est vrai qu'en 2024, nous, on n'a pas regardé comment ça s'est passé, parce que l'enquête était close, mais de fait, ça a dû être, je suppose, plus compliqué compte tenu du calendrier extrêmement tendu. Sur la question de l'ARCOM et de l'influence, on a sorti notre rapport, en tout cas l'a envoyé à la contradiction, au moment où le Conseil d'État a sorti une décision complexe sur les conditions dans lesquelles l'ARCOM devait compter, vérifier l'équilibre des positions politiques des gens qui intervenaient sur les médias, en incluant non seulement les hommes politiques et les partis, mais également les personnes, entre guillemets, engagées. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, l'ARCOM avait pris connaissance de la décision du Conseil d'État et n'avait pas encore établi sa doctrine ni son mode d'emploi, ce qu'elle a fait par la suite, me semble-t-il, puisqu'il y a une décision qui a été prise quelques semaines plus tard par le collège de l'ARCOM pour dire comment faire pour les élections. Donc voilà, il est clair qu'il y a se limiter au seul parti politique pour intervenant dans les médias pour juger de l'équilibre des prises de position, on le voit, n'est pas la bonne solution. Il fallait donc élargir. Ensuite, les conditions dans lesquelles ça a été élargi étaient complexes à mettre en œuvre pour l'ARCOM. Je crois qu'ils l'ont mis en œuvre pour les élections présidentielles et législatives et européennes. Mais c'était plus compliqué. Mais là-dessus, c'est plutôt l'ARCOM qu'il faut interroger, son ancien président ou son futur président, plutôt que la Cour qui n'a fait que rendre compte des difficultés. De la même manière, sur le cadre de régulation, oui, on cite dans le rapport des propos de l'ARCOM pour dire qu'il faut, à l'appui de notre affirmation, qu'il faut maintenir un cadre de régulation pour s'assurer de l'objectivité, en tout cas de l'équilibre des positions qui sont émises sur les médias. Ensuite, il est de notoriété publique qu'un certain nombre de médias en France, presse écrite, radio ou chaînes de télévision, appartiennent à des industriels ou à des hommes d'entreprise. Ça relève aussi en partie du fait que ces structures ne sont peu rentables et qu'il faut bien des gens pour les faire fonctionner et financer. Voilà, on ne va pas au-delà de ça, sinon de faire ce constat qui incite effectivement à vérifier que l'équilibre et l'objectivité soient réunis et que l'ARCOM a tout son rôle à jouer dans ce domaine-là. En matière de réseaux sociaux, c'est à peu près la même analyse que nous faisons, c'est-à-dire que les réseaux sociaux jouent, ne serait-ce que par leur mécanisme de sélection d'algorithmes, jouent un rôle très important dans l'expression. On le voit en France, on le voit encore plus dans d'autres pays, notamment récemment aux États-Unis, dans l'expression ou la confortation des opinions de tel ou tel parti politique et telle ou telle influence. Donc voilà, ce qu'on dit, c'est qu'il faut qu'on ait un outil de veille et de régulation, ce que l'ARCOM doit faire, ça fait partie de son rôle, mais on voit bien que le sujet dépasse assez largement l'ARCOM. Le sujet, c'est la régulation des médias sociaux, des réseaux sociaux, le rôle des très grands opérateurs, les GAFA, etc., et que le sujet se pose autant au niveau, enfin, je dirais plus au niveau européen aujourd'hui qu'au niveau strictement français. Voilà. Mais là, on est un peu à la limite de nos compétences sur le sujet. Et sur la publicité politique, alors, c'est vrai que quand moi j'étais jeune, on avait pour les élections en 1974, c'est vieux, on avait encore des 4x3 énormes qui étaient affichés dans les rues
Bon, puis un jour, ça s'est arrêté, et c'est finalement plutôt une bonne chose. Donc le fait qu'on interdise la publicité politique me paraît une bonne chose. C'est très différent de ce que font les États-Unis. Ensuite, j'entends ce que vous dites, mais enfin, un média de presse a le droit aussi de diffuser des informations sur les réseaux sociaux pour dire, ben voilà, telle ou telle chose, tel ou tel article qui a été fait. Ça recouvre ses opinions politiques, ou les articles, ou la diversité de ses opinions politiques. Donc là-dessus, moi, je ne vois pas trop comment on peut réguler. Je pense que le principe de l'interdiction de la publicité politique est une bonne chose. Je pense que le principe de limitation de la prise en charge des dépenses électorales, et surtout des plafonds qui sont fixés. Il y avait hier un très intéressant colloque au Conseil constitutionnel organisé par la Commission nationale des comptes de campagne et de la financement de la vie politique. Et le président Fabius est intervenu pour rappeler qu'effectivement, dans le passé, il n'y avait pas de limite au financement de la vie politique. Il n'y a pas de plafond dans les dépenses. On pensait qu'on ne pouvait pas faire autrement, et que maintenant on fait autrement, et c'est plutôt mieux. Justement, si vous me permettez, Madame la Présidente, c'est justement ça la question qui est posée. C'est qu'à partir du moment où on définit une limite du financement, un plafond de dépenses des campagnes électorales, si un média décide de faire un article, c'est la liberté de la presse, il n'y a rien à redire à propos de ce média. J'ai aucun problème, et il peut y avoir des médias qui sont totalement opposés à mes opinions politiques. Ça fait partie de leur liberté que de pouvoir exercer. En revanche, je considère qu'il y a un problème quand des médias vont faire de la publicité en ligne qui est interdite aux candidats à une élection, mais que ces médias peuvent faire de la publicité en ligne sur des articles qui vont servir une forme d'influence dans la campagne électorale. Faire des articles pour dire tel candidat est nul ou tel candidat est exceptionnel, c'est pas neutre dans la campagne électorale. En plus, ça vient avec une forme de prétendue neutralité de certains médias, qui au final est fausse, mais certains restent dans l'image d'Épinal du journaliste neutre et objectif qui dit la vérité absolue, pure et parfaite, alors même que l'on voit une forme de multiplication de médias d'opinion qui assument des lignes politiques qui sont des lignes parfois très orientées politiquement. Le problème qui me semble posé, c'est précisément cette question de la publicité numérique, parce que c'est essentiellement de la publicité numérique de certains articles dans des périodes électorales qui vont avoir une énorme audience parce que précisément c'est de la publicité en ligne, et qui est logique compte tenu d'ailleurs de ce que vous dites dans le rapport. Vous dites ils vont faire des choses qui font de l'audience. Ah oui, la politique en période électorale, ça fait de l'audience. Donc faire de la publicité sur quelque chose qui fait de l'audience, potentiellement, ça peut même être rentable. Mais il y a quand même quelque chose de problématique, je trouve, puisque telle ou telle publicité va servir au final la campagne de tel ou tel candidat, soit que ce soit en positif, soit que ce soit en négatif, sur des adversaires de ce candidat. Et ça reste quand même un impensé, d'une certaine manière, au minimum de la question de la publicité numérique, je trouve. Et ça n'enlève pas le fait que les médias restent libres de le faire. Ma question porte sur la publicité numérique qui est faite par certains médias et qui est interdite à des candidats. La publicité numérique, c'est d'aller sur que les Échos ou la Tribune aillent sur Instagram et mettent leurs articles en ligne sans les faire payer. Mais ils ne payent pas pour être sur Instagram. Enfin, je dis, j'entends ce que vous dites. Je ne suis pas certain, si vous voulez, que l'influence de ces médias soit plus importante que celle d'influenceurs qui ont des centaines de milliers d'abonnés et qui diffusent leurs opinions sur Instagram ou sur TikTok. Ou alors, il faudrait dire, par correction, les hommes politiques n'ont pas le droit, pendant la période électorale, de diffuser en ligne des informations. Voilà, je suis d'accord que le sponsoring, sponsorisé, c'est payé pour être effectivement devant que votre... les algorithmes
sont beaucoup plus puissants que les sponsoring pour mettre devant ce que vous avez envie d'avoir. Donc, moi, très franchement, je vois pas le problème. Peut-être pour préciser la question du rapporteur sur la question de la sponsorisation, c'est qu'on peut cibler des personnes, c'est-à-dire des communes spécifiques, des tranches d'âge, des centres d'intérêt. Ce qui pose aussi la question d'aller chercher une audience bien spéciale et donc d'avoir une forme d'audience encore plus ciblée, ce qui n'est pas tout à fait habituellement le rôle d'un média. Écoutez, c'est pas un sujet que nous avons regardé dans le détail et sur lequel il faut que vous interrogiez plutôt l'ARCOM ou d'autres intervenants que nous-mêmes. Merci beaucoup. Je vais céder la parole peut-être aux représentants du groupe Rassemblement national. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président, messieurs, merci d'abord pour ces propos introductifs et les différentes réponses que vous avez apportées. Moi, j'avais plusieurs questions. Je partage l'inquiétude du rapporteur, mais j'ai bien compris que ce n'était pas un élément que vous aviez traité, mais sur le fait que certains médias, en fait, sponsorisent des articles à charge contre des candidats. Et je pense que personne n'est ciblé particulièrement. Chaque média et les orientations et la liberté éditoriale des différents médias font que chacun peut en souffrir, mais il y a une influence et en fait de l'argent d'un certain nombre d'hommes d'affaires. Certains ont été cités. On peut parler par exemple de M. Pigasse qui a indiqué sa volonté de servir l'extrême gauche et d'être dans un combat politique grâce à la réussite et aux différentes parts qu'il peut avoir dans un certain nombre de médias aujourd'hui. Je pense que cette question de ce sponsoring qui est interdit pour les politiques en période électorale, mais qui peut être fait pour des articles de presse qui ont un impact et une influence sur la position et le vote d'un certain nombre d'électeurs est une question qu'on devra se poser collectivement, même si je comprends que ce ne soit pas le sujet sur lequel vous avez travaillé. Moi, je voulais rebondir sur la question de l'inscription sur les listes électorales. Je n'ai pas une connaissance précise de ce sujet, donc je poserai une question peut-être naïve et bête, mais je me permets de la poser. La question d'une inscription qui serait liée à la résidence fiscale. Une inscription automatique liée à la résidence fiscale et à la possibilité, bien entendu, d'y déroger pour répondre aux différents cas de figure qui permettent de s'inscrire dans d'autres communes. Ça, c'était ma première question. Vous avez évoqué, mais je ne vous ai pas bien entendu ou pas bien compris, sur le fait des ambiguïtés qui étaient liées au fait d'intégrer dans les dépenses électorales la partie de la propagande et du R39. Qu'est-ce qui est aujourd'hui problématique? Alors, sauf si je n'ai pas bien saisi, j'ai cru comprendre que c'était quelque chose que vous souhaitiez voir évoluer. Autre question, je reviens à l'inscription sur la liste électorale. On a eu beaucoup de cas de personnes qui ont découvert dans le bureau de vote qu'ils ont été radiés. Est-ce qu'il y a, au-delà même de la proposition du rapporteur de se dire qu'il ne peut pas y avoir de radiation sans inscription, est-ce qu'il n'y a pas un défaut d'information, une amélioration de l'information pour que ces personnes puissent avoir le temps de se retourner, si vous me permettez l'expression, avant de le découvrir directement dans le bureau de vote? J'avais encore deux questions. Je vais faire comme monsieur le rapporteur, excusez-moi de vous en donner plusieurs à la fois. La question de la publication des sondages. Certains pays interdisent les sondages de manière beaucoup plus préalable à la date de l'élection, plusieurs semaines avant. Nous, en fait, il n'y a plus de campagne à partir du vendredi soir. Est-ce qu'il y a, selon vous, une influence du sondage, des résultats sur un certain nombre des votes qui peuvent être, des résultats électoraux? Et la dernière question plus ouverte, peut-être une fausse bonne idée, on a maintenant un dispositif qui s'appelle FR Alert, alors qui est là pour, bien entendu, des catastrophes, pour de l'information d'urgence. Donc il ne faudrait pas forcément dévoyer précisément ce système pour informer pour les jours d'élection. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas la possibilité d'utiliser des nouveaux moyens techniques, notamment de notification sur les téléphones portables, puisque tout le monde a un téléphone portable de nos jours quasiment, pour rappeler la date d'élection et augmenter indirectement la participation aux élections? Peut-être commencer par le dernier point. Il se trouve que nous avons démarré une enquête sur le dispositif FR Alert, mais plutôt dans l'optique. Est-ce que ça fonctionne pour prévenir en cas de catastrophe? Quels sont les messages? Quels sont les relais, etc. C'est vrai que ça serait un peu dévoyer le dispositif que d'utiliser pour la propagande, pour leur rappeler les dates des élections. La question que je me pose, c'est quand je vois quand même l'ampleur des émissions de radio, de télé et les réseaux sociaux qui évoquent les élections,
c'est difficile de passer à côté. Mais enfin, il y a peut-être toujours des gens qui y passent. Donc, par exemple, les panneaux publicitaires dans les villes, les panneaux lumineux servent aussi à rappeler. Voilà, je suis pas certain qu'il y ait beaucoup de gens aujourd'hui qui échappent à l'information sur les élections. Alors, c'est pas vrai, en revanche, pour les élections intermédiaires. Quand on voit la faible participation à Grenoble, je crois qu'il y a eu l'élection le week-end dernier, avec un taux de participation de 35 ou 38%, c'est très peu. C'est malheureusement assez classique dans le cas des élections intermédiaires, mais on peut imaginer que dans ces élections intermédiaires ou partielles, l'information fasse défaut. Sur la question de l'inscription sur la résidence fiscale, d'abord, tous les jeunes n'ont pas forcément de résidence fiscale, puisqu'ils sont parfois rattachés au domicile de leurs parents. Alors, mais bon, après 18 ans, ça arrive. Après 18 ans, ça arrive qu'on soit rattaché au domicile des parents. Alors, on peut vivre chez ses parents et être attaché. On peut aussi vivre à l'extérieur et pourtant être attaché fiscalement. Puis, il y a des gens qui peuvent avoir une résidence fiscale principale, où ils déclarent leur impôt sur le revenu, mais il peut avoir aussi des résidences secondaires. Bon, là-dessus, Olivier, je peux peut-être répondre, compléter la réponse. C'est l'une des difficultés qu'on a rencontrées. On était tenté, effectivement, au moment où on a commencé l'enquête, par l'idée d'une inscription obligatoire sous une forme à trouver. Les deux obstacles, c'est d'une part le fait qu'il n'existe pas en fait de registre informatisé correspondant au domicile et correspondant tel qu'il est défini par le code électoral. Il y a d'autres systèmes d'information, mais qui ont chacun leur spécificité, donc qui ne correspondent pas forcément, qui ne couvrent pas forcément les mêmes populations, dans lesquelles il n'y a pas forcément la nationalité, ou qui peuvent correspondre à des conditions de domiciliation qui ne sont pas celles qui permettraient de le faire pour les élections. Plus les libertés offertes par le code électoral français, effectivement, pour les personnes qui ont une résidence secondaire ou pour les jeunes de moins de 6 ans, par exemple, de se domicilier au domicile de leurs parents, qui ferait que si on avait une inscription automatique sous un domicile qui serait déterminé d'une autre manière, ça obligerait, par exemple, le jeune de moins de 26 ans qui voudrait confirmer qu'il souhaite voter chez ses parents, de reconfirmer son choix, en fait, à chaque fois qu'il déménage, en fait. Donc voilà, on inverserait la difficulté, mais on n'y arriverait pas complètement. C'est la raison pour laquelle on n'a pas fait une recommandation, mais on considère quand même que c'est un horizon de long terme qui serait intéressant de creuser, mais on n'a pas encore trouvé la solution pour y arriver. Olivier, est-ce que vous pouvez répondre à la question sur la propagande électorale et les deux plafonds, les deux régimes? Alors effectivement, c'est une question qu'on a essayé d'expliquer dans le rapport de manière qui est une question qui est effectivement très complexe techniquement. Historiquement, au commencement, c'était la propagande officielle, donc la propagande avec l'envoi de la propagande au domicile des électeurs, l'affichage, et qui était remboursé par l'État sous certaines conditions, notamment d'avoir atteint un certain taux de vote. Ensuite, s'est ajouté en 1990 les comptes de campagne qui permettaient de financer les dépenses de campagne autres que la propagande officielle, avec à l'origine une distinction entre les deux dépenses qui était relativement claire. Il y a eu un afficheur qui a demandé en fait aux candidats des suppléments par rapport au tarif qui était le tarif réglementé d'affichage, mais qui est un tarif réglementé de remboursement en fait de l'affichage par l'État. La position de la Commission nationale des comptes de campagne, c'était de refuser les suppléments tarifaires. Comme il y a de nombreux candidats qui étaient confrontés à cette difficulté, ils sont allés au contentieux, et tout cela a fini par un avis du Conseil d'État qui a considéré que ces suppléments tarifaires pouvaient être pris dans le cadre des comptes de campagne. Donc, et par ailleurs que les dépenses de propagande officielle devaient être également dans le compte tenu par le mandataire. Donc tout ça conduit à brouiller en fait la frontière entre les deux dispositifs qui existaient antérieurement, et oblige en fait à prendre des mesures pour en tirer les conséquences. Alors c'est à la fois très compliqué techniquement, donc c'est pour ça qu'on ne jette pas la pierre au ministère de l'Intérieur et à la Commission nationale de ne pas encore avoir trouvé la solution.
Ça nécessitera probablement ensuite une concertation avec les différents groupes politiques. Donc voilà, on a fait le constat de la nécessité de bouger, on a fait la recommandation d'intégrer les dépenses de propagande officielle dans les comptes de campagne sur lesquels tous les interlocuteurs sont d'accord. Et ensuite, il reste un choix à faire entre deux options. L'une avec un plafond unique, donc qui serait une forme de grand soir des dépenses de campagne, puisque ça permettrait aux candidats finalement d'avoir une plus grande liberté dans l'utilisation qu'ils font de ces crédits, mais ça pourrait avoir, c'est l'une des craintes de la Commission nationale, des effets sur l'égalité entre candidats, et puis une autre qui consisterait à avoir des plafonds distincts entre la propagande officielle et les autres dépenses de campagne, et qui conduirait à essayer de reconstituer peu ou prou une situation qui ne serait pas trop éloignée de la situation actuelle, avec quelques inconvénients qu'on a quand même soulignés également dans le rapport. Sur le dernier point que vous avez évoqué, qui est celui de la publication des sondages, alors, il y a eu une époque où on interdisait la publication des sondages 8 jours avant les élections, si je me souviens bien. C'était en même temps que les 4x3. Mais bon, on pouvait tout à fait avoir les résultats des sondages qui étaient publiés en Belgique ou en Suisse. Donc je crois que ça a été arrêté jusqu'à, je crois que c'est le vendredi soir. Voilà. La grande différence qu'on a quand même entre la France et beaucoup d'autres pays, notamment les États-Unis, c'est qu'on a une commission des sondages qui joue quand même un rôle important pour veiller à ce que les sondages soient correctement réalisés. Alors ensuite, il y a toujours des gens qui bypassent et qui sortent un sondage qui n'est appuyé sur rien ou pas grand-chose. Ils se font en général taxer par la commission des sondages après. Est-ce que les sondages ont une influence sur le vote ? Je pense que c'est difficile de dire que ça n'en a pas. Voilà. Mais quantifier, moi, je ne sais pas le faire. Mais enfin, c'est sûr que quand une élection est supposée être très serrée, les passions peuvent s'émerger et inciter les gens à voter dans un sens ou un autre. Mais voilà, je pense qu'on peut pas aller beaucoup plus loin que ça. Merci beaucoup. Je vais ajouter aussi ma série de questions. Sur la question des listes électorales, est-ce que vous avez des spécificités pour les territoires ultramarins, notamment, vous parlez la Nouvelle-Calédonie dans le rapport, mais est-ce qu'il y a d'autres spécificités sur la mal-inscription, sur les radiations que vous pourriez évoquer? Sur la question notamment aussi des radiations et de leur information, vous parlez de la difficulté d'avoir accès à l'ensemble des adresses mail, mais est-ce que, par exemple, lancer une campagne d'information en disant les radiations, les procédures de radiation sont terminées, veuillez vérifier votre situation électorale, en tout cas faire une campagne nationale par les différents ministères pour être une idée, de pouvoir avoir une notification aussi sur les espaces France Connect de la radiation. Est-ce que c'est techniquement possible au regard des différentes imbrications, des différents systèmes informatiques qui semblent un peu compliqués? Sur la question des procurations, est-ce que vous pouvez nous parler davantage de l'horizon de la dématérialisation des procédures de procuration, de la difficulté que pourrait soulever la généralisation de cette procédure ou la facilité. Sur le R39, les doubles plafonds, le plafond unique que vous évoquez, je vois tout à fait les difficultés que soulèverait la mise en place d'un plafond unique, notamment sur sur la rupture d'égalité entre les candidats, notamment quand ils sont nombreux, comme ils peuvent l'être lors d'élections législatives. Mais je voyais aussi une difficulté sur l'accès au financement. Est-ce que la question de la subrogation, qui est une modalité de paiement pour les prestataires qui font le R39, pour le dire très clairement, est-ce que c'est quelque chose que vous avez aussi regardé? Enfin, vous parliez tout à l'heure de la tenue des bureaux de vote, sur la difficulté de recruter des assesseurs. Je voulais faire un témoignage d'un premier agent qui est venu me voir lundi soir lors d'une réunion publique et qui me disait, je ne sais pas si c'est quelque chose que la Cour des comptes a peut-être relevé, que la rémunération des postes de premier agent ne permettait pas de cotiser pour la retraite. Ce n'était pas ouvert la cotisation pour les retraites, alors que c'était bien soumis au prélèvement obligatoire, ce qui posait aussi une problématique, parce que c'est quelque chose pour lesquels les agents, les premiers agents, en réalité, sont impliqués, et parfois depuis de nombreuses années. Je vous remercie.
Merci. Sur les listes électorales, est-ce qu'il y a des spécificités outre-mer? Il y a clairement une spécificité pour la Nouvelle-Calédonie, puisque le répertoire électoral unique ne s'applique pas à la Nouvelle-Calédonie pour des raisons qui sont liées au fait que le gouvernement de Nouvelle-Calédonie est compétent pour l'état civil et ne souhaite pas donner à l'INSEE les informations d'état civil. Je pense c'est pas uniquement lié au sujet des élections classiques, mais peut-être à la comptabilisation du nombre de personnes dans le territoire qui étaient présents au moment des accords de Nouméa. Je pense que ça doit jouer de manière assez importante dans le fait qu'ils ne veulent pas transférer. Sur les autres territoires, il n'y a pas cette spécificité-là. Est-ce que dans l'enquête, on a considéré qu'il y avait des problèmes particuliers? On n'a pas identifié de problème particulier, au-delà de cette question, effectivement, du fait que la Nouvelle-Calédonie n'est pas dans le répertoire électoral unique. On n'a pas eu d'autres éléments sur l'outre-mer. Sur les adresses mail, oui, il faudrait faire une campagne régulière pour, au moment des listes électorales, dire allez compléter votre adresse email. Il n'y a que 24% d'adresses email renseignées. Si on était à 70-80%, ça serait quand même beaucoup plus simple pour gérer un certain nombre de sujets. La propagande électorale, les radiations. Donc oui, faire une campagne régulière sur allez compléter votre dossier électoral, ça paraît une excellente idée. Sur les procurations, je pense que le nouveau système est quand même beaucoup mieux que l'ancien, hein, de pouvoir commencer sur Internet. Ce qu'il faudrait, c'est pouvoir aller jusqu'au bout. Mais pour aller jusqu'au bout et donc plus être obligé de passer au commissariat de police ou à la gendarmerie, il faut qu'ils soient détenteurs d'une carte nationale d'identité électronique et qu'ils aient activé en plus leur adresse électronique. Je crois qu'il y a une centaine de milliers de personnes qui l'ont activé. On est loin du compte. Mais objectivement, et on l'a vu pour les élections législatives anticipées, le dispositif de procuration, même s'il est inachevé, inabouti, comme on dirait dans le langage très court des comptes, il a quand même permis de récolter, je crois, près de 2 millions un peu plus de 2 millions de procurations, ce qui est quand même assez considérable. Mais il faut aller plus loin. Sur la subrogation, alors là, j'appelle un ami. Oui, sur la subrogation, je crois qu'on l'a évoqué dans le rapport, le ministère de l'Intérieur, donc à partir des élections européennes, a tiré les conséquences de l'avis du Conseil d'État en disant que les comptes de propagande devaient être dans le compte du mandataire. Et il a mis en place également un dispositif qui permettait de faire fonctionner la subrogation dans ce nouveau cadre. Donc on peut imaginer, enfin, dans les hypothèses qui seraient ensuite envisagées par le ministère de l'Intérieur pour la suite, je pense qu'ils sont bien conscients du fait qu'il faut maintenir le dispositif de subrogation. Je crois que c'est pas. Ils pourront vous le préciser avec plus de précision que nous, mais c'est vraiment l'une de leurs préoccupations. Sur le dernier point qui est, alors, si je comprends bien ce que vous dites, c'est que les assesseurs qui viennent tenir les bureaux de vote, les premiers agents, donc qui passent une journée le dimanche à faire les bureaux de vote, eux, ils ne peuvent pas, effectivement, leur travail est en heure supplémentaire, je suppose. Alors, pour certains, oui. Pour d'autres, c'est une rémunération. C'est des vacataires. Voilà, c'est des vacataires. Et donc, ce qu'on m'a. J'ai pas eu le temps de vérifier, mais voilà, mais que ça ne permettait pas de cotiser pour la retraite. Alors, pour les agents qui sont en heure supplémentaire, à mon avis, il n'y a pas de difficulté particulière. Pour les vacataires, je ne sais plus s'ils cotisent pour la retraite. Je pense que oui. Oui. Pour moi, ça me paraît. Enfin, c'est objectivement, s'il y a 2 journées par an, c'est quand même pas. Il y a des gens qui font ça depuis plus de 20 ans. Donc, oui, mais enfin, c'est 4 journées au même. 4 journées, 6 journées maximum par an. C'est pas. Enfin, c'est un problème, mais on l'a pas regardé, ça, c'est vrai. Pas un point qu'on a regardé. Après, s'ils sont des fonctionnaires, c'est vrai que les fonctionnaires ne cotisent pour la retraite que sur leur traitement et puis une part de leur indemnité, mais qui n'est pas au total. Donc, ils sont dans la situation classique du fonctionnaire qui ne cotise pas sur la retraite pour la plus grande partie de ses indemnités. Donc, voilà, mais c'est pas un point qu'on a regardé spécifiquement, ni sur lequel qui a été évoqué avec nous par l'AMF, par exemple. Je ne pense pas que l'impact soit majeur. Enfin, sur le niveau de vie des retraités, je ne pense pas que ça joue de manière significative. Mais c'est vrai qu'on n'a pas regardé. On regardera la prochaine fois. Alors, une dernière question du rapporteur. Plutôt une petite série de nouveau, je suis désolé. Bon, j'ai dans la grande série que je faisais tout à l'heure sur la base du rapport, j'en ai oublié une qui s'était glissée dans une page que j'avais pas vue. Vous parlez des influences, enfin des tentatives d'ingérence étrangère via
Je pense que vous avez dû auditionner Viginum peut-être. En tout cas, vous parlez de Viginum et vous dites, ça m'a assez... ça interpelle quand même. Vous dites, dans le cadre des campagnes des élections présidentielles et législatives 2022, Viginum a détecté 60 phénomènes inauthentiques sur les plateformes numériques. 12 ont fait l'objet d'investigations approfondies à des fins de caractérisation, décidément. 5 ont finalement été caractérisés comme réunissant les critères de définition d'une ingérence numérique étrangère. C'est quand même beaucoup. Rien que 5 qui correspondent à des ingérences numériques étrangères. Est-ce que Viginum, je pense qu'on les auditionnera au final, mais est-ce que Viginum, vous avez indiqué de quel pays ces ingérences venaient? Est-ce que vous avez indiqué l'ampleur de ces ingérences? Enfin, est-ce qu'ils vous ont donné des éléments d'analyse sur l'impact que ces 5 ingérences caractérisés comme, ces 5 éléments caractérisés comme ingérence étrangère pouvaient avoir eu sur les élections? Parce que en soi, si c'est je sais pas quoi, une petite publication qui est vue par personne, ça n'a pas grand impact, mais si c'est des très forts mouvements qui peuvent influencer les élections, est-ce qu'ils vous ont donné des éléments un peu détaillés? Ensuite, vous avez parlé de grands soirs. Alors moi, j'aime bien les grands soirs. Il y a une question qui est posée, en fait, qui va rejoindre peut-être des éléments qui intéressent un certain nombre de nos collègues qui malheureusement ne sont pas présents aujourd'hui, mais sur la question du financement des élections et la capacité de participation aux élections, justement, quand les financements se tarissent pour les élections et que, par exemple, les banques ne prêtent pas ou que certains refusent, et ce qui peut par ailleurs amener certains à se diriger vers des banques étrangères, et où là, il peut y avoir des questions encore d'ingérence étrangère qui peuvent arriver par le biais du financement. Est-ce que finalement, il ne serait pas peut-être plus simple d'envisager un système dans lequel, pour les candidats aux élections qui remplissent les critères, qui sont les critères déterminés par l'administration, enfin par nous, mais ensuite mis en place par l'administration, on pourra envisager, il a été question plusieurs fois d'une banque publique justement pour les élections. On a parlé d'une banque pour prêter, mais on pourrait aussi envisager que cette banque soit une banque qui permette l'ouverture du compte et qui ensuite mette une somme sur le compte qui corresponde au R39, puisque à la fin, le R39, il y a un élément qui est fixe. Donc le système de la subrogation où l'État va payer directement à l'imprimeur complexifie, je crois, assez grandement, vous l'avez dit. Et est-ce que vous avez envisagé des solutions aussi simples que, finalement, on recrée peut-être une banque publique qui permet d'ouvrir des comptes et d'avoir l'argent qui est versé sur cet endroit-là, notamment la somme qui permet de faire ce fameux R39 que tous les candidats aux élections connaissent. Et puis enfin, une dernière question. Vous avez parlé d'Adrexo et vous avez dit un truc qui m'a fait tiquer, parce que vous avez dit... on n'a pas pu, les liquidateurs judiciaires n'ont pas souhaité répondre à nos questions. Or, quand même, il y a autour d'Adrexo, comment dire ça de manière polie, il commence à y avoir des fortes interrogations. Le journal Blast a publié une enquête assez approfondie qui questionnait sur une potentielle fraude au chômage partiel par Adrexo, devenu MII, et mis en liquidation judiciaire. C'est ça le nouveau nom de la boîte, c'était MII. Est-ce que vous avez eu vent de cette histoire de fraude au chômage partiel? Est-ce que ça fait partie de vos missions d'enquêter sur le sujet? Est-ce que la Cour des comptes s'intéresse au fait qu'une entreprise qui ne remplit pas ses obligations, ensuite, a priori, on lui a rien demandé en termes de remboursement d'une partie des marchés qui lui ont été proposés? Enfin, il y a un enjeu quand même. Quand on parle des élections, on parle de l'information des électeurs. Une boîte ne répond pas aux attentes. Semble-t-il, d'après Blast, en plus participe à des fraudes. Enfin, tout ça est assez inquiétant et on a l'impression qu'ensuite, à la fin, personne ne demande des comptes. C'est bon, liquidation judiciaire, c'est fini. Est-ce que la Cour des comptes fait essaye de creuser, d'enquêter sur ce sujet? Est-ce que ça fait partie de vos attributions ou pas? Peut-être, il y a une question que je n'ai pas répondu tout à l'heure, je m'en excuse, c'est sur ce sémaphore. Vous me disiez, oui, sémaphore, pourquoi on dit que ça n'a pas servi à grand-chose? Parce qu'en fait, au cours de l'enquête, et on a fait quand même pas mal de déplacements, Olivier a été
en plusieurs endroits, rencontré les préfectures, et la plupart des préfectures ont dit, ou la totalité que vous avez interrogé, ont dit que ça ne nous a pas servi à grand-chose, parce qu'on était capable de faire le travail sans sémaphore. Je renvoie d'ailleurs à un travail qu'avait fait la Cour à la demande c'est une plateforme citoyenne qui avait demandé. On a fait un rapport sur le recours aux consultants extérieurs par l'administration, en complément de ce qu'a fait le Sénat, je crois que ce qu'a fait l'Assemblée nationale. Et effectivement, dans nos contrôles, on dit souvent, peut-être pas la peine d'externaliser les choses qu'on peut faire soi-même. En l'occurrence, Sémaphore n'avait, aux yeux des bénéficiaires de cette prestation, pas apporté grand-chose. Sur les influences étrangères, il faut peut-être se rappeler que Viginum a été créé après 2017, où il y a eu beaucoup d'ingérences étrangères pendant les élections. Il se trouve que, indépendamment de cette enquête, on a reçu à la Cour le patron de Viginum en 2022, après les élections présidentielles, et il nous avait dit, c'est hors d'enquête, qu'ils avaient été effectivement un peu surpris du fait qu'il y avait eu moins apparemment d'ingérence dans les élections de 2022 qu'il n'y en avait eu en France en 2017 ou dans d'autres élections dans d'autres pays. Alors, il y a une particularité de Viginum, c'est que, donc les chiffres qu'on cite sont exacts, il y a une particularité de Viginum, c'est qu'il ne désigne jamais les pays originaires des ingérences supposées ou avérées. C'est la même chose en cas de cyberattaque. L'ANSSI ne désigne que extrêmement rarement. Et ils l'ont fait récemment dans le cadre de 2 ou 3 attaques très violentes, mais ils ne désignent très rarement le pays ou l'organisme à l'origine d'une cyberattaque. C'est pareil pour Viginum, ils ne le font pas. Ils gèrent ça par des moyens diplomatiques pour dire aux pays concernés, si c'est un pays, on vous a vu. Voilà. Et le on vous a vu, je ne dirais pas que ça les calme, mais en tout cas, ça montre qu'on est capable de remonter assez loin dans la remontée. Est-ce que 5 ingérences étrangères, je ne peux pas en dire plus sur le montant et sur l'ampleur du phénomène. Viginum, c'est par un service de renseignement, mais c'est pas très loin quand même, et donc ils sont très discrets dans leur manière de procéder. Sur le Grand Soir, je ne sais pas si je suis moi un fanatique du Grand Soir, mais à supposer que je le sois, je crois que M. Bayrou, qui lui aussi est et puis un peu pour le Grand Soir, a proposé récemment la mise en place d'une banque de la démocratie, reprenant un sujet qu'il avait évoqué en 2017. C'est un sujet qui a été évoqué d'ailleurs au colloque d'hier. C'est pas un sujet complètement simple parce que est-ce que quelqu'un qui vient pour faire des élections, je crois que le remboursement du R39, c'est il faut avoir un minimum de résultats aux élections. De la même manière que pour bénéficier d'un financement politique, il faut avoir du parti, il faut avoir au moins 1% des électeurs dans 50 circonscriptions, je crois que c'est quelque chose comme ça. Donc la question, c'est la banque qui va prêter. Va-t-elle prêter indépendamment de critères de notoriété ou de capacité à avoir un bon score? Parce que si elle ne peut pas prêter et que si elle prête à quelqu'un qui fait 0, ou moins que 0, comment elle se fait rembourser? Donc il y a quand même un sujet à regarder, c'est de quelle manière la banque va pouvoir s'assurer qu'effectivement la personne est potentiellement solvable. Sinon, elle va perdre beaucoup d'argent. Il y a un second sujet, d'ailleurs, que j'attire votre attention là-dessus, qui a été évoqué dans ce colloque, c'est la question de l'assurance aussi. L'assurance, par exemple, des permanences électorales, qui ne sont souvent dégradées. Et que on trouve plus forcément beaucoup d'assureurs pour prêter. Alors c'est pas encore la Californie pour d'autres raisons, mais donc la question qui m'était évoquée par un des mandataires d'un parti politique hier, c'était de dire bon, il y a prêté, il y a la banque, mais il y a aussi l'assurance qui est pas complètement réglée. Sur Adrexo, alors je me suis mal exprimé, je m'en excuse. Il y a 2 phases dans nos procédures de contradiction. Il y a une première phase, on fait une enquête, on fait un rapport provisoire, on l'envoie aux personnes concernées et on a des réponses. Ça, c'est la première phase. Puis ensuite, quand on a un rapport définitif et avant de publier, on l'envoie le rapport aux personnes concernées qui peuvent faire un droit de réponse et leur réponse est publiée. Adrexo, en l'occurrence, je ne sais pas si c'était encore Adrexo, mais c'était Lily Millet, avait répondu à nos questions de manière assez approfondie, à nos interrogations sur le dispositif, mais qui ne concernait que le dispositif
de l'envoi de la propagande électorale. On n'a pas regardé, et d'ailleurs, c'est pas notre rôle, ni dans cette Chambre, ni à la Cour. D'ailleurs, on n'est pas le contrôle fiscal ou le contrôle du droit du travail ou le contrôle social. Mais Milly avait répondu précisément à la question. Simplement, au moment où on a envoyé le rapport définitif pour qu'il fasse éventuellement une réponse, les mandataires sociaux, la liquidation judiciaire avait été prononcée, n'ont pas demandé à répondre. Alors que la Poste, qui a été interrogée également, qui avait la possibilité de s'exprimer, Philippe Val a fait une réponse assez complète qu'on a publiée sur le site en même temps que le rapport. Mais Philippe Val fait toujours des réponses extrêmement complètes et extrêmement longues. Voilà, donc sur le reste, moi j'ai pas, enfin c'est pas les sujets qu'on a regardés. Est-ce qu'ils ont fraudé à la sécurité sociale ou au travail? On n'a pas fait. Et puis je rappelle qu'effectivement, et c'est dans le rapport, dans l'encadré qui est page 48, une partie des sommes qui étaient dues par l'administration à Drexo en application du contrat n'a pas été réglée à hauteur de 9 millions d'euros n'ont pas été réglés. Parce qu'il y a eu, effectivement, le service n'avait pas été fait complètement. Je ne dis pas d'ailleurs que ça n'a pas eu une influence sur leur situation financière à venir. Ça a dû leur coûter très cher. Voilà. Merci. Je crois que nous avons terminé le tour de questions. Messieurs, je vous remercie. La séance est levée. Donc, nous reprenons nos auditions jeudi prochain, le 30 janvier. Merci beaucoup, madame. Merci. Merci, messieurs, mesdames, messieurs.